On va patienter encore 2-3 petites minutes, hein. Donc je vais peut-être commencer par me présenter, le temps de permettre aux autres de se connecter et de meubler. Donc je suis Amadou Tidiane Diawara, donc je suis, consultant cybersécurité, hein. Donc j'interviens en tant que référent conformité cybersécurité chez un assureur. Je suis aussi cofondateur de Cyber Café, qui est un média, qui s'adresse aux professionnels et aux passionnés du numérique. Donc, très heureux d'animer cette 36e session de live audio de 30 minutes, donc qui est enregistrée et disponible sur notre page YouTube. Donc, pour cette session, on reçoit Sunkalo. Donc, merci encore d'avoir accepté cette invitation. On parlera des enjeux et principes clés de la migration des applications et des infrastructures vers le cloud. Donc, on verra ça en trois axes et on parlera de ces enjeux de la migration vers le cloud. On parlera des principes clés de la migration et des tendances et évolutions du cloud. Donc, je rappelle que ces sessions sont de 30 minutes, sont enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bonjour et bienvenue encore à toi, Sunkalo. Oui, Je vais tout de suite déjà te... excusez-moi, pourriez-vous m'appeler Soun, s'il vous plaît? Je suis Sun, plus bah, habitué à ce qu'on m'appelle Soun. C'est pour ça que j'ai mis Soun entre parenthèses. d'accord, pas de problème, pas de problème. Ça sera avec plaisir. Merci encore à toi, Sun. On pourra se tutoyer. Oui, tout à fait. Euh, déjà, je veux peut-être te laisser le temps de te présenter. Déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc, Soun Kalo Diakité, surnommé Soun depuis ma plus tendre enfance. Je suis technicien d'exploitation système et réseau et cloud. Donc, le système, tout ce qui est exploitation système et réseau, ça fait depuis 10 ans que j'en exerce et j'ai rajouté la corde de compétences cloud dans mon métier il y a à peu près 3 ans, quand j'ai intégré en fait une start-up pharmaceutique spécialisée dans le domaine. Et donc depuis 3 ans, j'officine aussi sur le côté cloud, sans oublier le côté système et réseau. Du coup, je gère toute la surveillance du système d'information, de l'architecture en fait du système d'information. D'accord. D'accord, je vois que tu as un bon background en réseau, architecture et effectivement avec cette corde cloud, donc c'est le sujet du jour, hein. Déjà, est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est le cloud? Quels sont ses principes clés, hein, sans forcément rentrer dans tout le détail, et surtout pourquoi migrer vers le cloud? En fait, le cloud, c'est un ensemble de serveurs qui hébergent des infrastructures, donc tout ce qui est OS et applicatif d'une entreprise, d'une organisation, sur des serveurs qui sont en extérieur, généralement dans des data centers, auxquels on accède via en fait des connexions via Internet en fait. Donc, ce qui signifie que l'organisation qui est en cloud, à 97% des cas, à son infrastructure hébergée. C'est un hébergeur spécialisé cloud, type, pour en citer quelques-uns, Ecritel, OVH et autres. Bon, après, si on doit discuter un petit peu du principe clé du cloud, contrairement en fait aux services d'hébergement classiques dont on devait en fait avoir les composants nécessaires pour le bon fonctionnement de l'infrastructure au sein de son entreprise, l'avantage c'est que c'est délocalisé et généralement c'est mutualisé. Et donc dans un data center, lorsque c'est mutualisé, on a la possibilité donc de partager ces infrastructures avec d'autres entreprises, ce qui minimise les coûts. Et généralement, comme les data centers ont des personnes très qualifiées pour tout ce qui est technique, incident technique, dysfonctionnement, surveillance et surtout analyse des soucis en sécurité, on est beaucoup plus protégé et pour être franc avec vous, par rapport à la société hébergeante, ça réduit les coûts donc d'infrastructure et également de personnel. Mais ça, c'est un autre débat. D'accord, ok. Je pense que tous les débats sont ouverts. Je pense que c'est important d'avoir aussi effectivement ton analyse là-dessus. Donc, je pense que ça m'amène à ma prochaine question. Toujours sur l'axe enjeu et de la migration vers le cloud. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées
lorsqu'elles envisagent de migrer leur application vers le cloud? En fait, les principaux défis, c'est surtout le défi principal, c'est de ne pas perdre les données lors de la migration. Donc généralement, ça se passe plutôt bien. Et en fait, les principaux défis, ça permet l'accélération, enfin la transformation digitale de tous les niveaux de l'entreprise, donc des plus importantes aux moins importantes. Lors de ce défi, ce qui est important aussi, c'est de planifier les processus de migration en commençant par les organisations les moins importantes aux plus importantes. Donc, comme je vous l'avais dit, éviter la perte de données et favoriser surtout l'enseignement et la reprise en fait aux utilisateurs suite au changement d'habitude. Parce que lorsqu'on passe en cloud, notre manière de travailler diffère et certains utilisateurs ont du mal en fait à intégrer les nouvelles manières de travailler suite aux nouvelles technologies. Mmh, d'accord. J'imagine que, effectivement, le changement de contexte ou le changement donc il aura une nouvelle manière peut-être de l'administrer, de l'exploiter par rapport à un système, on va dire, traditionnel. Est-ce qu'il y a des critères, particuliers à prendre en compte, clés en tout cas à prendre en compte pour déterminer quel type d'application conviennent, le mieux à une migration vers le cloud? Ou est-ce qu'on peut migrer tout type d'application? En fait, c'est ça en fait ma question, c'est est-ce qu'il y a des applications qu'il faut sûrement peut-être, migrer vers le cloud? Ou sinon on peut tout migrer et est-ce qu'il y a des critères particuliers à prendre en compte lorsqu'on souhaite, faire ces migrations? Ah oui, tout à fait. Si on doit juste parler des logiciels, on a donc les logiciels que tout le monde utilise, les classiques, et il y a aussi les logiciels en interne et les logiciels sensibles. Et généralement, tout ce qui est logiciel en interne et surtout sensible, l'entreprise ne les migre pas. Parce que c'est sensible, il y a des données sensibles, il peut y avoir des fuites de données, des accès non autorisés, parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans les data centers tout de même. Après, par rapport en fait aux critères, ce qu'il faut voir, c'est la coordination des diverses organisations, c'est-à-dire ne pas migrer une organisation pouvant en impacter plusieurs en même temps. Donc généralement, on commence par celle qui impacte le moins jusqu'à celle qui impacte le plus. Et généralement, lorsqu'on atteint le plus, vu que la migration a déjà été faite en amont, les en fait les incidents sont moindres. D'accord, Et la planification devient plus simple. Et comme les utilisateurs commencent aussi à prendre en amont une certaine habitude, généralement, ça se passe bien. Très important aussi, c'est faire l'état des lieux de son environnement. Donc, savoir ce qu'il faut migrer au niveau infrastructure et applicatif et surtout pas. Comme je vous avais dit, les données sensibles. Le choix du bon partenaire, donc ça, c'est en fonction des besoins. Donc, personnellement, je pourrais pas vous en conseiller un en particulier et migrer les données de manière progressive en commençant par les organisations les moins sensibles aux plus sensibles. Et une fois que la migration est terminée, pas forcément terminée, mais pendant la migration aussi, l'accompagnement, la formation et la sensibilisation des utilisateurs est très importante et surtout mettre en place une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 lors de l'opération pour détecter tout type d'anomalie, dysfonctionnement, problèmes, donc des incidents récurrents, et surtout mettre en place des systèmes de rollback, ce qui signifie que lorsque, par exemple, il y a un élément de migration qui ne se passe pas forcément comme on le souhaiterait, avoir la possibilité de revenir en arrière pour pouvoir continuer, en fait, pour pouvoir pérenniser la continuité du service impacté. d'accord, d'accord. Je pense qu'on reviendra, je pense que c'est un élément très important, on reviendra sur ces principes clés et je rappelle, hein, ce thème, il nous a été, beaucoup demandé par des chefs d'entreprise, par des personnes qui sont dans ce domaine-là et on fera même, je crois, un mois dédié au cloud parce que typiquement en Afrique, c'est des choses qui commencent de plus en plus à revenir. Et ça rejoint ma prochaine question. Effectivement, c'est un grand sujet. Je sais que c'est un grand débat. Je vois que des personnes qui sont aussi dans le cloud, qui sont parmi les auditeurs. Je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes, donc il y aura des phases de questions
et aussi des moments où vous pourrez aussi également donner vos avis, partager vos analyses. Là, on est toujours sur l'axe 1 qui est enjeu de la migration vers le cloud. Ensuite, après, on verra les principes clés de la migration. Et ma dernière question sur ce axe, euh, c'est comment est-ce qu'on évalue, effectivement, tu as parlé de migration progressive, parce ce qui est moins important, ensuite après ce qui est important. Je découvre, hein, parce que nous, en cybersécurité, on a tendance à sécuriser ce qui est très important pour effectivement éviter d'avoir un impact fort sur les systèmes d'information, mais la migration, c'est dans l'autre sens. Donc, comment est-ce qu'on évalue la rentabilité d'une migration si on dirait que c'est rentable? Comment est-ce qu'on évalue la rentabilité d'une migration vers le cloud par rapport à une infrastructure, on va dire, sur site? Bah, en fait, l'évaluation de la rentabilité sur le cloud, elle est très simple. C'est que on n'a plus à investir dans du matériel, vu que c'est le data center qui va gérer tout ce qui est matériel, donc réduction des coûts du matériel, réduction du coût de maintenance, vu que généralement les coûts de maintenance sont intégrés dans le contrat, donc moins de personnel technique. Malheureusement, c'est comme ça. Et une assistance, généralement 24 heures sur 24, pour assurer le bon fonctionnement. Et lorsqu'en fait on fait le point par rapport à ces trois principaux éléments, ça nous permet de réduire les coûts de manière drastique. Et à savoir qu'il y a aussi certaines entreprises qui font en fait du cloud, mais de manière mutualisée, c'est-à-dire qu'en fait ils prennent un certain nombre d'éléments dans le cloud. Généralement, c'est des organisations qui ont le même type de fonctions, on va dire comme les banques, les assurances et autres. Et en fait, ils se partagent entre eux les ressources, donc des éléments du cloud pour réduire encore plus les coûts. Donc en fait la migration à 80% des cas, c'est essentiellement de la réduction de coûts. D'accord, donc c'est pas ce biais qu'on peut qu'on peut évaluer cette rentabilité. Et sur donc l'axe 2, un principe clé de la migration, sur les modèles de déploiement aujourd'hui, quels sont les modèles de déploiement de cloud les plus courants? Et puis comment est-ce qu'on choisit celui qui convient le mieux à une entreprise spécifique? Typiquement, une PME ou une TPE qui veut aller vers le cloud. Euh, voilà, quel modèle, surtout quel fournisseur choisi, par exemple. D'accord. Par contre, par rapport aux fournisseurs, je pourrais pas vous en conseiller un en particulier. Après, tout dépend de ce que l'entreprise veut faire, parce on a plusieurs types de cloud, comme vous devez le savoir. Du coup, on a les nuages privés, ce qu'on appelle les nuages privés. Donc, c'est généralement accès aux utilisateurs comme nous tous. Après, on a les nuages organisationnels. Donc, les nuages organisationnels, c'est vraiment des grosses infrastructures dédiées aux moyennes entreprises, justement. Donc ça peut être pas mal. Ils ont le choix entre le privé géré aussi et dédié est pas mal pour les petites entreprises. Donc ils ont leur petit serveur hébergé chez l'hébergeant avec tout ce qui est assistance et maintenance selon les contrats. Après, on a tout ce qui est cloud hybride, mais c'est un environnement de plusieurs clouds qui sont en fait sont interconnectés, qui est plutôt orienté pour les grandes entreprises et les services publics. Et le multi-cloud, c'est vraiment pour les groupes internationaux. Donc D'accord. après, tout dépend. Après, au niveau du cloud, lors d'une migration cloud, l'élément clé, c'est vraiment le déterminer ce qu'on veut vraiment faire, parce qu'on n'est pas forcément obligé de tout migrer non plus sur le cloud. D'accord. Tu as utilisé un terme tout à l'heure, multi-cloud. C'est différent du cloud communautaire, si je ne sais pas si je traduis bien, mais typiquement le cloud dont tu parlais, où on a
deux, trois entités différentes, donc deux, trois entreprises différentes qui utilisent la même ressource, ou c'est différent de où? C'est quoi en fait le multi-cloud en fait? Le C'est- multi-cloud, en fait, c'est des services de cloud différents Hmm, qui, en fait, officinent dans la même, dans la même organisation. Parce qu'en fait, le concept du cloud, ce faut savoir au niveau gouvernance, c'est que les lois, les lois, donc, d'un côté juridique, diffèrent d'un pays à un autre. Ou, généralement, c'est d'un continent à un autre. Donc, ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui a une partie de son organisation en Europe, n'aura pas les mêmes lois que, par exemple, aux États-Unis. Donc, hmm, généralement, et puis, ça reste quand même une guerre aussi économique, et chaque continent essaie de placer son environnement cloud prioritairement. Et donc, c'est ce qui donne le multi-cloud. Par exemple, on peut avoir Azure à Paris et avoir AWS à Washington, ou avoir encore Google, enfin, du moins le data center de Google, non pas le data, le cloud de Google en Afrique par exemple. Et en fait, ils sont tous entre interconnectés et ils font jouer en fait le transfert de données en fonction des lois en vigueur d'un d'accord. continent, d'un D'accord, autre. et, d'accord, et tout ça pour la même entreprise. Donc la même Et entreprise. tout ça pour Ok. la même entité, oui. D'accord, d'accord, ok. Bah, d'accord, merci. Je découvre. D'accord, pas de souci. Toujours sur la stratégie de migration, effectivement, tu as évoqué ce, cette stratégie qui consiste à migrer ce qui est, on va dire, moins important, ensuite après vers ce qui est important, le temps de pouvoir facilement identifier les incidents et puis corriger au fur et à mesure. Est-ce qu'au-delà, en dehors de ça, il y a d'autres stratégies de migration qui sont efficaces pour effectivement toujours minimiser les perturbations opérationnelles pendant ce processus de transition? Écoutez, personnellement, je vous dis qu'en fait la manière dont on fonctionne Ok, au sein de l'entité où je travaillais en fait. Donc après, pour le reste, je n'ai pas forcément de réponse. Je pourrais pas m'avancer à vous dire qu'il y a tel type de migration, à savoir que je n'ai pas testé sur le terrain. Donc à ce niveau-là, je pourrais pas être d'une grande aide. d'accord, d'accord. Et en termes d'outillage aujourd'hui et de technologies disponibles pour faciliter cette migration, est-ce que c'est des choses que tu as peut-être pratiquées typiquement pour faciliter cette migration? Comment ça se fait concrètement? Nous, ce qu'on utilisait, c'était Azure. D'accord? Et donc en fait, Euh, ça se passait généralement donc la nuit. On lance des systèmes de récupération de données des utilisateurs sur leur poste. On les envoie sur le cloud. On fait une série de tests de fonctionnement, et une fois que les tests de fonctionnement et que la réorganisation du bureau ou de l'espace de travail ou encore d'un serveur est effectuée, en fait, on refait une connexion directement de l'utilisateur sur ce serveur, et le lendemain, on fait les tests. Généralement d'accord, très très tôt le matin avant l'arrivée des principaux utilisateurs, et on voit si les connexions fonctionnent. Après, généralement, après une migration, les changements d'habitude ne sont pas non plus, comme on appelle ça, assez importantes. C'est pas comme migrer, par exemple, d'un système d'exploitation à un autre où là, l'environnement change totalement. Donc, généralement, c'est transparent. Après, oui, c'est vrai qu'on a déjà eu des pertes de données, des latences, des dysfonctionnements, des problèmes récurrents. Donc, généralement, ça se passait plutôt bien. Mais nous, on était vraiment sur Azure. d'accord, ok. On va peut-être passer dernier axe. Merci pour ces réponses, hein, je crois que c'est assez clair, hein. On va passer au dernier axe, tendance et évolution dans la migration vers le cloud. Ensuite, après, je rappelle, hein, vous avez juste à lever la main pour poser vos questions ou sinon partager avec nous aussi vos analyses, vos expériences. Aujourd'hui,
quels sont les impacts potentiels sur les équipes? Donc, je veux peut-être qu'on revienne rapidement sur les équipes. Pour gérer efficacement typiquement une infrastructure cloud après migration. Donc, une équipe qui était en mode, on va dire, infrastructure sur site, il y aura certainement des réorganisations à faire ou une montée de compétences. Quelles sont les compétences nécessaires aujourd'hui pour pouvoir gérer efficacement cette infrastructure cloud? Après, si c'est totalement géré par le cloud provider, mais effectivement, ça, il y a ce cas-là. Mais dans le cas où les équipes en interne, ils ont quand même des actions à faire, quelles sont ces compétences et l'impact sur ces équipes-là? Alors, en fait, l'impact sur ces équipes, parce que personnellement, je l'ai vécu, c'est le changement d'habitude. Ça veut dire qu'en fait, on est habitué à résoudre certains dysfonctionnements, problèmes et changements. Et là, en fait, tout le contexte change. Hmm. Parce que on doit rester en contact permanent avec le provider. Le provider a sa méthodologie de travail que l'on doit appliquer pour assurer la bonne continuité de service. Et c'est vrai que ça passe par obligatoirement une montée de compétences. Hmm. C'est-à-dire que personnellement, d'après ce que j'ai vu, et pour être franc avec vous, je vais faire une spécialisation en cloud l'année prochaine. Lorsqu'on passe au cloud, on a plus besoin d'administrateurs cloud que de techniciens. Donc en fait, le technicien, ce qui serait intéressant pour les entreprises, c'est de faire basculer, faire monter en compétence du moins les techniciens, au moins au niveau administrateur. Et au moins avoir un ingénieur ou un architecte cloud au sein de l'équipe. Hmm. D'accord. D'accord. Bah écoute, ok. De toute façon, ça me fait penser à, comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée, hein, c'est des sujets qui nous reviennent, notamment l'architecture cloud. Mais bon, on en reparlera peut-être dans un autre live. Et peut-être ma dernière question avant de prendre les questions des autres ou les analyses d'autres personnes. Donc j'ai deux dernières questions, une pour toi et puis une aussi pour d'autres personnes. C'est aujourd'hui, quelles sont les considérations clés pour une stratégie de reprise, typiquement après sinistre, lorsqu'on migre vers le cloud? Donc, en phase de migration et où, lorsqu'on a vraiment migré, je sais pas, peut-être un an ou deux ans après, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui les incidents ou les grosses crises cybersécurité type cloud? Un type cloud, les incidents de type cloud sont gérés comme des incidents classiques. Donc, si D'accord? vous me dites un incident critique au niveau sécurité, ça va être le processus classique, détection de l'incident, mise en place d'une cellule de crise, détermination du dysfonctionnement, résolution. À ce niveau-là, il n'y a rien de spécial qui change, sauf que c'est à distance, tout simplement. D'accord. Et Mais une fois que le cloud est mis en place correctement et qu'il est fonctionnel, ça se traite comme l'incident classique, supervision, détection d'incident, analyse de l'incident, résolution de l'incident, généralement reporting de préférence. En cas de problème récurrent, des systèmes de problèmes sont mis en place et une fois qu'on détermine la route cause, on estime si on doit faire un changement ou pas. C'est exactement comme un incident lambda. d'accord. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, donc c'est vraiment une coopération, on va dire ça comme ça, entre le Le cloud provider. provider et entre le cloud provider et l'utilisateur et Client. l'organisation qui est maintenue par le provider. Là, à D'accord, ce niveau-là, en tout cas, dans les cas que j'ai vécu, la communication, la connaissance a toujours été très fluide. Et d'accord, c'est dans l'intérêt de tous les deux parce que le provider peut perdre son client et le client, s'il n'a pas son infrastructure, ne peut pas générer de quoi payer le provider. Donc, bien sûr. après, J'imagine bien. ça devient un domaine financier. Donc, à ce Exactement. niveau-là, il y a aucun problème. Avec les D'accord. providers, sincèrement, ne vous inquiétez surtout pas. Si vous migrez, le provider sera toujours là pour
répondre à vos questions et régler tout ce qui est dysfonctionnel. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. D'accord, Je ok. fais pas la, je fais pas la publicité pour Azure, mais je vous Ah non, parle non, de non, mon expérience. non, mais c'est important d'avoir ce retour terrain aussi parce que on aura des personnes qui vont parler de d'autres providers. Non, mais c'est bien de le rappeler. Peut-être la dernière question pour toi, et puis donc je rappelle que ce sont les sessions de 30 minutes, hein. On vous laisse la parole aussi. Ceux qui souhaitent intervenir ou poser des questions, vous avez juste à lever la main. La dernière question pour toi et pour d'autres personnes, c'est comment aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les choses que vous anticipez, mais comment l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'automatisation influence la manière dont les entreprises abordent la migration vers le cloud? Là, à l'heure actuelle, selon mon domaine de compétence, il est trop tôt pour le dire. L'automatisation commence à être en cours, l'intelligence artificielle aussi, mais pour le moment, j'ai pas constaté d'impact réel. Le seul impact, sincèrement, si ça a été amené à être fonctionnel, ce serait une baisse des ressources humaines en fait. Mais j'ai pas encore vu, en fait, j'ai pas encore assez de recul par rapport à l'intelligence artificielle et l'automatisation, étant donné que je fais de la supervision à titre personnel, donc entre guillemets, je sais que le poste que j'occupe à 80% peut être automatisé, mais comme je l'ai pas fait, j'ai pas encore vécu cette expérience, j'ai pas le recul nécessaire, sincèrement. D'accord, d'accord. Bah, écoutez, merci Mais c'est Soun. une question, à creuser. C'est une question sur laquelle il est intéressant d'enquêter, effectivement. Exactement, c'est pour ça en fait j'ai demandé à ceux qui sont dans le domaine aussi, donc du cloud. Vous avez juste à lever la main pour prendre la parole. Après, si une Euh, personne peut répondre à la question, je suis preneur. non, 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 mais surtout en fait là c'est vraiment une question en fait parce que c'est une question que je pense qu'on se pose tous, hein. On va dire la relation IA cloud. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à notre invité, je vois qu'il reste 4 minutes. En tout cas, merci à toi Soun d'avoir répondu à nos questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Je sais pas si c'est une question pour toi ou sinon partager son avis. Bonjour, Monsieur Faudier. Euh, allô? Oui, Attends, 2 secondes. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a un petit problème Monsieur technique. Faudier. Il est parti, je l'entends plus, il est redescendu. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Ah, Là, il, il est revenu. d'accord, attends, je sais pour voir. Pour, Allô? Est-ce que vous pouvez activer votre Allô, oui, micro, s'il vous bonjour. plaît? Est-ce que vous Oui, m'entendez? bonjour. Ouh, excusez-moi, je suis avec mes enfants. Ouais. Non, il n'y a pas de Euh, problème. alors, je trouve que c'est un sujet super intéressant et moi j'avais une question notamment sur la partie gouvernance sécurité. Alors, on sait que les entreprises commencent de plus en plus à s'intéresser au cloud, d'accord? Donc, mes deux questions seront simples. Comment garantir la sécurité des données lorsqu'on on se dirige vers ce genre, on va dire, d'options? Et en cas de problème avec ces données, c'est-à-dire fuite de données, un- on va dire accès non autorisé aux données d'une entreprise, qui en devient responsable? Est-ce toujours l'entreprise qui reste responsable de ces, enfin qui reste responsable en cas de problème avec ces données, ou c'est le provider, le fournisseur qui héberge les données à ce moment-là? D'accord, d'accord, ok. Merci pour cette question. Je sais pas si, Soun, effectivement, tu peux peut-être répondre à la question. oui, j'ai des éléments de réponse à fournir. En fait, tout dépend du contrat. C'est au niveau gouvernance, le cloud est encore en émergence, donc ça dépend du provider, ça dépend enfin du pays ou du continent dans lequel on se trouve, et ça dépend des options que l'on prend dans le contrat. Personnellement, euh, là où je travaillais avant, ils avaient un contrat où justement le provider était à 100% responsable de la sécurisation des données. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. S'il y avait une fuite de données, le provider était automatiquement responsable. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, ça dépend du type de contrat que vous signez.
Ok. D'accord. Donc c'est vrai que c'est une très très grande réflexion. À l'heure actuelle, c'est en réflexion. Il y a une nouvelle loi justement par rapport au cloud sécurité qui doit être mise en œuvre en 2024. Je crois que c'est la ISO 32001 si je vous raconte pas de. Mais je vais enquêter aussi sur ce détail. Mais généralement, il y a la possibilité de faire en sorte que ce soit le provider qui soit responsable. Et généralement, la majorité des entreprises s'assurent de la responsabilité du provider plus que de la leur. Sauf données ultra sensibles. Malheureusement, par exemple, lorsqu'on travaille dans un contexte secret défense, on peut pas tout non plus confier au cloud. D'accord. D'accord. Ok. Je sais pas si c'est bon pour Monsieur Faudier. Merci Soum d'avoir répondu à la question. Je sais pas s'il y a des questions encore. Donc, on se donne tous les samedis 30 minutes pour parler de numérique. Donc, je rappelle, hein, ceux qui nous prennent pour la première fois, la session enregistrée sera disponible sur la page YouTube. Donc, vous allez retrouver toutes les sessions, notamment celle de Jonathan, celle de Dr Hyacinthe. Je vois qu'il y a une question avec la permission vraiment rapidement, Ah oui, il n'y a pas de souci. avec la permission de Soun. Il n'y a pas de Donc souci, il n'y a pas de souci. ok, ok, donc ça sera malheureusement la dernière, mais donc je disais, toutes les sessions sont enregistrées sur YouTube. On est tout le temps à la recherche de speakers, de thèmes aussi. Donc ce thème typiquement nous a été proposé. On a eu aussi des personnes qui ont souhaité parler de architecture cloud, donc le volet technique. Donc on aura l'occasion d'en reparler. On recherche encore et encore des speakers et des thèmes. Donc n'hésitez pas à m'écrire directement pour qu'on puisse programmer ça. On va prendre rapidement la dernière question de Hamza Talay et terminer là-dessus. Ou son intervention aussi, il a des choses à partager. On t'écoute. Tout à fait. Donc, c'est un complément de réponse par rapport à ce que vient d'indiquer Soul concernant la gestion des données. Alors, moi, je vais faire, comment dire, un retour d'expérience sur le contexte français, le contexte un peu de mon entreprise où je travaille en ce moment. Et effectivement, comme le disait Soun, le, la finalité, comment dire, c'est écrit dans le contrat. Il y a un contrat qui stipule tous les éléments, les responsabilités de tout un chacun. Et ce que je voulais rajouter, au fait, c'est qu'avant le contrat, il y a toute une étape, comment dire, tout un process d'évaluation de fournisseurs qui est fait. Et ça passe en France, typiquement, par la GDPR. Généralement, il y a une fiche, il y a des DPIA, des data process qui sont faites pour évaluer le fournisseur, les fournisseurs derrière le fournisseur, parce que on a, on a, on a parfois l'impression que c'est seulement du datasetter dont il s'agit, mais parfois il peut s'avérer qu'un cloud privé en France ait des techos en Inde ou au Mexique ou au Brésil. Donc, c'est vraiment tout ça qui est évalué vraiment dans l'évaluation de DPO avec le DPO, dans l'évaluation des PIA. Et tout ça, c'est évalué où vraiment on liste les sous-traitants de catégorie 1, de catégorie 2, pour vraiment avoir une vue de toutes les entreprises potentielles qui vont travailler sur la donnée. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça donne un panorama de tout le monde qui va travailler sur la donnée. Et après, bon, il y a également, en fait, c'est tout un processus qui est mis en place avec la conformité, les achats et tout ça, l'équipe RSSI également. Et c'est tout ça qui est à la fin indiqué dans le contrat. Donc voilà, je pense que c'est la Non, question merci. fondamentale. Ouais, vous allez prendre la parole. Je pense que c'est l'une des questions fondamentales concernant la migration des données dans le cloud. Donc c'est quelque chose qui se doit d'être vraiment, vraiment évalué de fond en comble, quitte à ce que le contrat l'assèche. Voilà. Merci à vous. D'accord. Merci, Écoutez, merci à merci toi pour pour ce complément complément. de réponse. Ouais, exactement. Merci encore à toi, Soun. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Par contre, je Euh, voudrais juste revenir sur un petit détail. d'accord. Amadou, tu as parlé du mois du cloud Ouais. que vous voulez mettre en place. Ce sera quand? Je sais pas encore. En fait, comme on a fait en octobre, je crois, donc les 4 samedis du mois d'octobre, on a fait que la cybersécurité. On va choisir aussi certainement peut-être en janvier ou en février. On est en train de le programmer. Il faut qu'on ait 4 thèmes aussi à proposer pour revenir effectivement
On va reparler de migration, on va reparler d'architecture. Après, il faut réussir à trouver des personnes, des experts, des personnes qui veulent donner du temps aussi pour ça. Mais on va sûrement le faire soit en février ou en mars. Mais on aura un mois D'accord. où on aura tous les 4 samedis de ce mois-là dédié à l'environnement cloud. D'accord. Écoutez, il n'y a pas de souci. Bah, Dans tous écoute, ça les cas, sera. vous savez où me trouver. Et pour Avec moi, ce plaisir. sera avec grand plaisir. Bah, écoute, merci à toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous ceux qui ont répondu présent. On vous souhaite un très bon samedi. Donc, voilà, 30 minutes, pas plus. On a dépassé les 5 petites minutes. Donc, merci encore pour vos disponibilités. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous samedi prochain. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des personnes que vous connaissez, si vous-même vous souhaitez passer dans l'une des sessions, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse le programmer ensemble selon les disponibilités. Merci Il n'y encore a à pas de toi. souci. Et puis, bon samedi et portez-vous bien. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Merci.